11 septembre sur la place du Diamant, ici à Ajaccio, une grande réunion des associations en tout genre. Alors on l'a vu, hein, voilà, plusieurs thématiques. Et là, on va continuer avec du sport cet après-midi. Mais alors un sport, enfin, moi je trouve que c'est un sport élégant. C'est le mot qui me vient. Quand on me dit aïkido, je vois de l'élégance. Alors avec moi pour en parler, Stéphane Bravin. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour Sabine. Alors Stéphane, on te connaît sur les ondes de Frequenza Nostra par les chroniques Mhm. dont tu fais don à Oui. Frequenza Nostra, avec, dans l'émission d'Ede Paldac, et c'est des vibrations où tu nous parles beaucoup photographie, puisque Oui. c'est ton métier, hein. C'est une petite chronique photo, effectivement, où on parle de. On prend juste une image qui est d'actualité, où des auditeurs nous soumettent une image, on la décortique un petit peu, on parle de l'historique, du contexte et aussi de l'aspect esthétique. Voilà. Voilà, Dédé qu'on retrouvera très bientôt à la fin du mois sur Frequenza Nostra. Et alors là, on va pas parler photo, on va parler Aïkido, hein. Et alors avec toi, Nicolas Pradal. Bonjour Nicolas. Bonjour Sabine. Alors Nicolas, si je ne me trompe, tu es enseignant aussi et pratiquant bien sûr en Aïkido. Vous êtes enseignants tous les deux. Je crois, si j'ai bien retenu, Oui, on appelle ça dojo show. Exactement. exactement. Et Dojo Show, c'est en gros le responsable technique et le responsable du dojo, enfin, sur tout ce qui est l'aspect technique et aussi du chemin à montrer, de l'exemple. On va quand même expliquer à nos auditeurs et auditrices qui ne savent peut-être pas forcément ce qu'est l'aïkido ou en tout cas qui en ont une vague idée. Qu'est-ce que ce sport? Qu'est-ce que l'aïkido? Qui commence? Allez, Nicolas. Nicolas, tu as été désigné. Allez. Alors l'aïkido est un art martial. Souvent on pense que c'est représenté par utiliser la force de l'autre contre lui. Mais il y a une dimension qui est un petit peu plus profonde parce que c'est vraiment la priorité, c'est déjà de se défendre, c'est du self-défense, de se préserver soi-même. Et ensuite, c'est essayer de préserver son partenaire ou son adversaire pour ne pas arriver dans un gagnant et un perdant. Effectivement, et moi je rajouterais simplement aussi que l'aïkido, c'est une forme, je dirais, éducative. C'est-à-dire que c'est un peu comme la musique, par la répétition des mouvements, on va éduquer le corps. Et à partir de là, on va rentrer dans des principes qui vont devenir, euh, je dirais, plus harmonieux avec soi-même, puisqu'on va développer une meilleure connaissance de son propre corps par la répétition des mouvements. Comme en musique, vous allez faire des gammes, vous allez répéter 10 000 fois la gamme de Do, et puis après la gamme de La, etc. Mais après, ça va devenir tout souple et naturel, et vous allez commencer à mettre un petit peu de rythme dedans et un peu de votre personnalité. Voilà, c'est exactement pareil pour l'aïkido. Il y a deux mots, hein, que j'ai retenus dans ce que vous venez de dire, c'est le côté éducatif, éducation, hein, et puis l'harmonie. C'est ce que je disais moi par rapport à l'élégance aussi. Voilà, c'est l'harmonie aussi du geste. Euh, Est-ce qu'on parle, je crois qu'il y a des cris, non? Où on pousse des cris ou quelque chose comme ça, me trompez-je? Qui Non, répond? c'est exact. Après des cris, C'est c'est ce peut-être qu'on pas le mot, appelle, hein? non, c'est ce qu'on appelle les kiai. Ouais. Voilà, Kiai qui symbolise en fait l'expression de l'énergie. voilà. Ça symbolise l'expression de l'énergie et en fait il y a plusieurs rôles. Celui déjà de pouvoir plus facilement s'ancrer dans le sol, de donner de la force au mouvement et aussi et surtout quand on est dans un art martial, quand on est dans une situation où dans un combat ou quand la tension monte ou que ça peut être qu'on a le rythme cardiaque qui augmente, etc. On n'a plus forcément la capacité de réfléchir et de penser. Et du coup, ce qui est important, le fait de se discipliner à apprendre à respirer, à expirer via le kiai, et ça permet de ne pas faire les mouvements en apnée si jamais on est dans une situation qui est stressante. Ça permet de lâcher aussi un peu justement la pression. Ah Exactement. oui, ça relâche complètement la pression. Puis en même temps, ça rythme le mouvement, ça rythme bien entendu le cœur, le stress, la gestion du moment. Mais quand on écoute des concertistes en train de jouer de la guitare classique, par exemple, je prends, parce que très souvent on entend la respiration, ou on écoute même Keith Jarrett en concert, on l'entend chanter les notes. Il chante complètement ce qu'il est en train de jouer. Et c'est une manière de respirer. Voilà. Et à l'aïkido, alors très souvent on entendait des kiai. Au début, on faisait des kiai très courts. Donc des mouvements qui étaient plutôt comme ça, très, très secs et qui s'arrêtaient net. Et à la fin du compte, on se rend compte, en travaillant comme ça, qu'on saccade les mouvements et on perd toute la côté fluidité, en fait, de la logique même de la spirale de l'aïkido. Et à partir de là, on commence à rentrer dans des kiai qui sont beaucoup plus longs, un peu plus, je dirais, étouffés, moins expressifs,
Sauf dans le stress, bien sûr, ils sont beaucoup plus courts, mais ça c'est normal, c'est avec la respiration, saccadée, etc. Mais là, dans le travail de dojo de tous les jours, en fait, quotidien, on essaie d'avoir des kai qui sont plus longs, de manière à bien expirer et rentrer plus dans le mouvement et dans cette espèce de spirale de plus de fluidité, en fait. C'est un art martial qui nous vient d'où? Japon. Voilà, donc Japon, parce que forcément, hein, bon, je me doutais un petit peu, mais ce kiai que tu nous as fait là, on sent un petit peu la touche justement japonaise. Hein, Ah bah, elle y est. D'ailleurs, on entendait Alexandra Ferrat aux Jeux Olympiques. Très souvent, elle pousse le kiai, c'est des moments. Mais là, ici, c'est différent, c'est du kata. Donc, dans le kata, le kiai est posé à un moment précis par rapport à une action précise. Alors que nous, il est plus dans un sens respiratoire, dans une continuité, dans une fluidité. Alors, fluidité, harmonie du geste, hein, ce sont des beaux mouvements, hein, des mouvements qui sont quand même très amples, certains plus rapides que d'autres. On peut revenir sur ces mouvements, Nicolas? Effectivement, c'est vrai que souvent on a l'impression visuellement que les mouvements sont très amples, très souples, mais il s'agit de versions démonstratives, on va dire, parce que pour préserver son partenaire, pour éviter de se blesser, on a des mouvements qui sont un petit peu rallongés, un petit peu plus longs. Exécutés rapidement, les mouvements sont beaucoup plus courts et la chute du partenaire un peu plus rapide vers le sol. Et les mouvements également, quand on est... Bon là, on travaille aussi sous forme de kata finalement, puisque ce sont des formes codifiées quand on travaille avec partenaire. Mais quand on arrive dans des formes, je dirais, beaucoup plus libres, donc après avoir fait tout ce système éducatif, on arrive après plusieurs années de pratique, hein, je reprends l'exemple de la musique ou de l'écriture également, Sabine, où on s'entraîne. À la fin du compte, le mouvement, en fait, on ne le fait plus complet. On va prendre qu'une bribe de mouvement parce que c'est dans l'instant. Le corps a été éduqué et dans l'instant, bam, on va faire juste un mouvement, une bribe de mouvement qui fait que le partenaire va être déstabilisé. Et ça suffit puisque l'idée, ce n'est pas de détruire le partenaire. Contrairement à d'autres arts martiaux qui sont dits de combat, d'opposition, nous, on n'est pas du tout dans l'opposition, on est plutôt dans la complémentarité. Et c'est très différent au niveau de l'aspect pratique, physique, et spirituel également, parce que qu'on le veuille ou non, tous ces arts martiaux sont des éducations spirituelles. Ça n'est pas fait pour se battre. Celui qui fait un art martial pour aller se battre, et autant qu'il aille directement dans les cités à Paris, il va s'entraîner là-bas, c'est plus efficace et plus rapide à apprendre. Alors que là, ici, on est plutôt dans un système éducatif, et ce système éducatif, en fait, se retrouve dans tous les arts martiaux à la base. Hein. Nicolas, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, pas tout de suite. Non, Moi, j'aimerais qu'on parle de la tenue vestimentaire. Ça aussi, hein, ça participe. Je reviens avec ce mot-là parce que vraiment, et je me souviens il y a quelques années avoir eu la chance de faire un reportage là-bas au dojo de ton club, Stéphane. Ouais. Et j'avais été impressionnée parce que vous m'aviez attendu en tenue. Hein, et là aussi, ça participe de cette fameuse élégance et de cette fameuse harmonie. Comment s'appelle ce vêtement et est-ce qu'on peut le décrire? Alors, il y a un keikoji, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement un kimono. Mais un kimono, c'est plutôt un vêtement d'intérieur au Japon. Et le keikoji, c'est keiko, c'est entraînement, et ji, c'est la tenue. Donc, c'est le terme qui serait beaucoup plus approprié. Et puis, dans notre dojo, nous sommes très attachés un petit peu aux valeurs fondamentales et traditionnelles, puisque c'est le propre même de notre école. Et nous avons par-dessus ce keikoji un hakama, donc qui est un espèce de pantalon large, mais c'est un pantalon de travail avant au Japon qu'on retrouve aussi dans les films de Kurosawa, où les samouraïs l'avaient en fait avec des guêtres pour pouvoir le maintenir. Mais c'est une tenue comme nous on portait à l'époque un costume, ou on porte un chino aujourd'hui ou un jean. C'était une tenue qu'on portait tous les jours. Alors dans notre pratique, on garde le hakama aujourd'hui, plus trop pour l'entraînement, parce que ça change absolument rien dans la pratique. C'est onéreux, tout le monde n'a pas forcément l'argent de s'acheter un hakama. Et donc, on privilégie de rester en keikoji. Et quand on arrive ceinture noire, on a tendance à acheter un bas de kimono noir, enfin un bas de keikoji noir, pardon. On rentre vite dans les habitudes. Et la tenue, en fait, reste sobre. Ce qui n'empêche absolument pas une bonne pratique. Et au contraire, on est même peut-être plus libre. Nicolas, Stéphane vient de nous parler de ceinture noire. Ça veut dire qu'il y a des grades, des degrés aussi dans l'aïkido, comme il y en a dans le judo, comme il y en a dans le karaté? Effectivement, il n'y en a peut-être pas autant que dans d'autres disciplines ou arts martiaux. En aïkido, il y a 2 ceintures, la ceinture blanche et la ceinture noire. À quel moment on arrive ceinture noire? J'imagine que c'est beaucoup de travail, en tout cas de pratique. On obtient la ceinture noire quand on est prêt.
J'aime bien. Ça, c'est très art martial. Hein. Oui. Voilà, hein. Non, Les il y a réponses à côté. Hein. il y a quand même des grades, des intergrades qu'on appelle des Q, pour un petit peu jalonner l'apprentissage technique de l'art martial. Après, on rentre dans le système de premier dan, deuxième dan, etc. Mais le grade n'est absolument pas discriminatoire dans la pratique. Non, et puis il faut dire que là-bas, ces grades Q, en fait, ce sont des degrés. Ça correspond complètement à notre culture occidentale, qui est de toujours arriver à se positionner. On l'apprend dès qu'on est à l'école. Même, je vois ma fille au plus jeune âge, et Nicolas, sa fille aussi, elles ont 6 mois d'écart toutes les deux. Toujours le système de comparaison. Et Oui, moi, ma fille fait ci et la mienne, elle fait ça. Alors, nous, on n'a pas ça entre nous, mais on voit les autres parents toujours très fiers de leur enfant. Oui, moi, il fait ci, il fait ça, nanani. Et il est quand on rentre. positionné à tel endroit, enfin, Voilà. entre C'est-à-dire guillemets, qu'il y a une sorte des- de hiérarchie. C'est ça Il y a qui déjà une est hiérarchie, il y a déjà des cases. On nous met social. déjà dans des cases dès qu'on est gamin. Dès qu'on est bébé, inconsciemment, on nous met dans des cases. Il doit savoir faire ci à tel âge, il doit savoir faire ça à tel âge. Ah, à 18 mois, il ne sait toujours pas marcher, mais il a un problème, ton gamin. Il faut que tu ailles voir un docteur, etc. Non, il va marcher quand il marchera. L'être humain, il est fait pour marcher, il marchera à un moment ou à un autre. Donc, mais on doit absolument correspondre à ça. Et ça, c'est pénible. Mais les Q à l'aïkido, bon, il arrive des fois que dans le dojo, il y a des élèves, notamment à la fin, qui sautent 2-3 Q pour passer la ceinture noire parce qu'ils sont prêts. Le degré est tellement infime entre que la ceinture noire, le shodan, c'est les fondamentaux. Sho, en japonais, la calligraphie symbolise les fondamentaux, la base, le début de la pratique. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour pratiquer l'aïkido? Est-ce que déjà il faut comprendre le japonais? Parce qu'il y a beaucoup de termes hein, quand même Non, il faut être élégant. aussi. Ou alors peut-être que l'élégance va justement s'acquérir en pratiquant. Ça peut être aussi un bon système pour son port, avoir un port peut-être un peu plus altier. Non, trêve de plaisanterie, quelle qualité Nicolas? Alors les qualités, je vais juste revenir sur ce qu'on vient de dire précédemment, quand on parlait de niveau. On a une idée reçue où des fois des gens peuvent avoir une appréhension en se disant je suis débutant, il y a des gradés, je vais peut-être pas pouvoir travailler avec eux, j'ai pas le niveau ou je vais les ralentir. Ou... On peut avoir cette appréhension-là, mais il faut savoir qu'en aïkido, le niveau, on peut vraiment travailler avec un gradé comme un débutant. Ça ne pose aucun problème parce que justement la voie l'intérêt du gradé, sa mission est de montrer la voie, et ça ne va absolument pas le ralentir dans son travail parce que il va travailler pour lui. Le débutant va travailler à son niveau, va travailler ses techniques, le mouvement, etc. Et lui, le gradé, va travailler sa technique à lui. Donc les deux sont indépendants mais travaillent ensemble, et l'un ne va pas ralentir l'autre, bien au contraire, ça va donner une synergie qui va permettre aux deux de progresser beaucoup plus rapidement. C'est presque du travail de binôme en fait. Hein. Exact, ben c'est un partenaire. Oui, exactement, on parle de partenaire et c'est vraiment effectivement un échange dans lequel le gradé, à travailler avec quelqu'un qui est moins gradé que lui, un débutant, va revenir sur ses fondamentaux. Donc à partir de là, il va se rendre compte si sa technique passe sur quelqu'un qui est novice ou s'il l'a fait par habitude parce qu'il est maître avec ce partenaire-là, parce qu'il est complaisant, etc. Un novice qui va arriver au dojo ne connaît pas la technique, ne connaît pas le kata. Donc il va avoir des réactions qui font que ça permet au gradé, d'une part, de pouvoir lui se remettre en question pour pouvoir affiner son travail. Donc il va grandir, progresser, et en même temps il va transmettre. Et la transmission, je dirais que c'est le plus beau chemin pour apprendre. Ça fait partie de l'éducation, hein. C'est même un des piliers, hein, la transmission. De toute façon, c'est purement philosophique. Oui, alors c'est pour ça qu'on aime les arts martiaux. Tu parlais tout à l'heure de spiritualité. Là, on est vraiment dans ce côté spirituel, qui est quand même inhérent aux arts martiaux. Je voudrais juste revenir sur un point. Tu demandais tout à l'heure les qualités pour pouvoir rentrer au dojo, en fait. Il faut que la personne qui veuille rentrer au dojo soit prête à accepter l'humilité. De toute façon, il va vite l'apprendre. De par lui-même, malgré lui, il va l'apprendre, et pas parce qu'on va le forcer ou on veut lui faire mal, c'est pas le but du jeu, mais il va l'apprendre parce qu'il va se rendre compte que des fois, arriver à faire un peu les gros bras, ça va pas passer. Je prends l'exemple, là on en a un qui est arrivé, la Gwendal, qui est un beau bébé, jeune, beau bébé, ouais. Il fait combien Gwendal? Il fait bien 1m90, presque, ouais. C'est peut-être un peu plus. ouais. Peut-être un peu plus. 97,5, enfin bon, il est... Et puis en poids, il fait à peu près pareil.
bien costaud, mais en plus très souple. Donc on se dit, ouais, super, un gros costaud, nanana. Donc même moi, malgré expérience, je me suis retrouvé coincé avec lui. Hein. Et je l'ai remercié à la fin du cours. Je suis allé voir, je dis, Gwendal, super, merci. Tu m'as permis de comprendre un truc là, tac, tac. Et puis j'ai affiné mon travail grâce à lui sur certains trucs. Il vient d'arriver, ça fait 30 ans que je pratique. Je me suis retrouvé coincé par un type qui vient de rentrer au dojo. Un gros bébé chamallow. Alors que des fois, les gros comme ça, costauds, c'est plus facile que les petits gringalets parce qu'ils sont tellement rigides, tellement lourds que c'est tellement facile à les déstabiliser. Et là, non. Et là, pas du tout. Il est hyper souple. On lui fait une clé de bras, un truc comme ça. Il sent rien. C'est un chamallow. C'est impressionnant. Ce que tu dis là, donc ça veut dire que quelle que soit sa propre morphologie, hein, on peut pratiquer l'aïkido. Là, il n'y a pas de discrimination, surtout pas. Ah non, surtout pas. Et puis dès l'adolescence. Alors nous, on prend à partir de 13 ans, pour diverses raisons. La première raison, qui n'est pas des moindres, c'est trouver un local. On passe. Mais c'est bien aussi de signaler, parce qu'il y a quelques associations qui nous ont fait part justement de cette problématique. Les municipales sont passées, donc ça ne sert à rien d'en parler, on attendra les prochaines. Il y a des solutions, il n'y a qu'à voir. Bon, après, elles peuvent être un peu plus onéreuses, et encore une fois, ça c'est aussi le grand dame des associations d'aller trouver des fonds pour faire fonctionner. Nous, on n'a pas de compétition, donc pour trouver les sponsors. Ça, et puis on en discutait tout à l'heure en antenne, c'est vrai que la situation a été particulièrement compliqué pour toutes les associations. Ouais. Justement, peut-être aussi l'occasion de dire que l'aïkido se pratique aussi en plein air. Et que ça peut-être, est-ce que ça n'ajoute pas, moi j'ai vu quelques photos de réunions, alors je ne sais pas si ce sont des réunions, mais en tout cas des cours ou des démonstrations que vous avez organisées en plein air, ça rajoute encore à ce côté spirituel, on voit au fond les montagnes, ça donne envie. Hein. La particularité de cette école-là, Iwama-ryu, c'est que le programme technique contient beaucoup d'armes, c'est la moitié du programme. Donc par armes, j'entends le sabre, le bâton et le couteau. Et c'est un programme technique qu'on peut réaliser en extérieur, à distance, avec partenaires, sans partenaires, avec des katas. Et on en profite pour faire des stages en montagne où on part sur un week-end, plusieurs jours. On dort dans un chalet, dans une tente, dans un refuge. On se lève aux aurores pour faire une méditation et après avoir un programme d'armes très chargé et intensif. C'est assez paradoxal. On parle de méditation, de côté spirituel, et d'un coup on parle d'armes. C'est qu'en fait, les armes ne sont pas faites pour apprendre à se battre, celles-ci, puisqu'aujourd'hui, dans la rue, on ne va pas se faire attaquer avec un type qui a un sabre. C'est complètement décalé. Alors, juste une petite parenthèse comme ça, il y a très peu, je me suis fait quand même, je vais dire le mot, insulté et traité de conne par un monsieur qui avait une machette à la main. Voilà, quand même, ça arrive. Même dans notre superbe île, ça arrive. Oui, la machette, c'est assez rare quand même ici. Hein. Mais à côté de ça, les armes permettent d'apprendre les principes. En fait, c'est tout bête, mais le principe Aiki. Aiki, c'est l'harmonisation des énergies. Et donc, le principe Aiki, c'est l'harmonisation des énergies du sabre, du bâton et du travail à main nue. C'est-à-dire qu'on retrouve Aikijo, Aikiken et le travail Aikido, qui est l'ensemble de tout ça, cette synthèse, et on retrouve exactement les mêmes principes. Donc c'est l'éducation du corps qui passe par les armes. Le travail des armes aussi permet d'appréhender les distances. Quand on a deux bâtons, qu'on est chacun avec un bâton, ça donne une grande distance. Avec le sabre, on raccourcit la distance. Après, on a un bâton contre main nue, on raccourcit la distance. Bâton contre sabre, on a raccourci un peu. Bâton contre main nue, on raccourcit. Sabre contre main nue, on raccourcit. Et après, on a couteau contre main nue. Ça, en général, on préconise plutôt la course à pied. Et je ne connais pas un art martial qui peut dire qu'il est efficace face à un couteau. On ne sait jamais comment ça réagit, ça va très vite. Ça va très très vite. J'en veux pour preuve que, ceci dit, grâce à l'aïkido, grâce à des principes, j'ai pu me sauver. J'ai encore la marque à la main d'une agression à Paris dans le métro, un type avec un couteau. Première chose à faire, c'est malgré tout mettre la main devant, parce que le type, avant d'implanter le corps, il faut qu'il enlève la main. Et se faire blesser à la main, c'est moins grave que de prendre un couteau planté dans le corps, sur les organes vitaux. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut pas se leurrer, dire je vais venir faire de l'aïkido parce qu'il y a des techniques d'armes et je vais apprendre à me défendre contre un couteau, un pistolet, une kalachnikov ou une bouteille de gaz ou un cocktail molotov, c'est n'importe quoi. La meilleure solution, là, c'est la course à pied.
14h, pardon, 21 sur Frequenza Nostra. Nous sommes en compagnie de Stéphane Bravin et de Nicolas Pradal et nous parlons Aïkido. Je l'ai bien dit, nous parlons Aïkido. Nous n'en sommes pas encore, en tout cas en ce qui me concerne, à faire, à l'essayer de faire. Alors comment ça s'appelle, pardon, vous avez dit ces mouvements, ça a un nom, la pratique, ça a un nom particulier, Nicolas? Les katas. Les katas, voilà, c'est les katas. Il y a eu un petit moment, un petit flottement là. Oula, ça c'est l'effet radio, c'est l'effet micro. Hein. Ce samedi 11 septembre, vous serez sur la place du Diamant entre 10h et 18h. Vous avez un stand, le club d'aïkido a un stand. Oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en particulier? Alors je crois qu'il n'y a pas de démonstration, c'est assez compliqué, je crois, à Non, mettre en place. effectivement, pas de démonstration prévue. Pourquoi? La période sanitaire passée nous a empêchés de nous entraîner depuis un petit moment. Et après, on n'a pas forcément prévu de démonstration parce que c'est pas quelque chose que l'on prépare, c'est pas un spectacle, c'est pas une chorégraphie que l'on prépare à l'avance. Enfin, en tout cas, les démonstrations que nous faisons, c'est vraiment du travail à l'instant, c'est une démonstration à l'instant. Rien n'est préparé à l'avance. Non, c'est vrai. On essaie de faire un programme. On se dit, ouais, tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et par expérience, j'ai jamais tenu mon programme. Et ceux qui viennent comme partenaires avec moi appréhendent en se disant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je confirme. Ça me rappelle quelque chose, ça me Je rappelle une confirme. certaine radio aussi, le fonctionnement d'une certaine radio. Oui, en même temps, ça n'empêche pas nos auditeurs et auditrices j'ai envie de dire, d'accourir jusqu'à votre stand pour demander des renseignements. Ah, c'est même conseillé. Voilà. Au contraire, voilà. C'est même Allez-y. conseillé. Ils seront très très bien accueillis. Nous ne ferons pas clé de bras, rien du tout. Nous pourrons discuter. Parce que, bon, effectivement, on ne va pas faire de démonstration parce que pendant ces 2 ans, Nicolas vient de soulever, on n'a pas pu pratiquer. Alors, nous avons malgré tout pratiqué les armes puisque notre école nous permet de le faire. Enfin, du moins, les mesures sanitaires qui nous ont été imposées nous ont permis de pouvoir travailler à distance. Il y a le panel des armes est suffisamment grand pour qu'on puisse pratiquer seul, à 2 et à distance. Bon, il manque quand même le côté contact, de se saisir, parce que qu'on le veuille ou non, c'est charnel. Hein, c'est comme tous les arts martiaux, comme le judo, c'est charnel, il y a du contact, il y a quelque chose qui se passe entre les partenaires. Donc à partir de là, c'est vrai que ça commençait à manquer au bout d'un moment. Donc là, ce soir, on reprend les cours. Bien. Et il était temps d'ailleurs, nous sommes tous ravis de se retrouver et on va commencer bien entendu progressivement, donc on va recommencer par les exercices, etc. pour réveiller un petit peu les corps parce que la nature a horreur du vide et les gens ont compensé en général les heures d'aïkido par d'autres activités, je dirais, plus domestiques. Une petite question concrète. Hein. Admettons, ce soir, je viens au cours, je n'ai jamais pratiqué l'aïkido de ma vie. On appelle la civière. J'allais dire, préparez déjà l'ambulance. Justement, j'ai un âge, on va dire, certain. Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Qu'est-ce que vous me feriez faire dans ce cas-là? Comme tout le monde. C'est-à-dire? Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas faire des étirements. Tu vas commencer, alors pas commencer les étirements comme des sauvages, mais on va commencer à préparer, réveiller un peu le corps et faire circuler un peu le sang dans le corps. Là, c'est obligatoire parce qu'on va vraiment passer par cette étape-là là, pour reprendre, redonner un peu de dynamique au corps. Et puis après, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, histoire de se préparer. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet par les exercices traditionnels de préparation des principes d'Aïki. Et on va aller progressivement sur une technique et puis la développer sous les différentes possibilités derrière, les différentes opportunités. Et après, on met la civière sur le bord du dojo. C'est pour les courbatures, surtout ça là. Oui, bon, voilà. Allez, on fera des petits massages après. Hein. On a l'impression, quand on vous entend parler de cette pratique, hein, on parle vraiment de pratique. Hein, j'ai même plus l'impression qu'on parle de pratique plutôt que de sport, mais ça reste quand même physique. Oui. Quand on sort du tapis, si on a bien bossé, on n'a pas besoin de bosser vite, mais on bosse intense. C'est pas du tout la même notion. Ça gaine. On doit être dans des mouvements qui sont, alors même si le corps n'est pas, enfin il faut être souple, hein, j'ai bien compris, ou ça fait travailler la souplesse, mais en même temps il faut être suffisamment gainé. Alors ça développe la souplesse. D'accord. Voilà. Et ça renforce, alors ce qui est génial, c'est qu'avec toutes les clés de bras qu'on a, enfin les clés qu'on a ou les projections, ça fait travailler tous les muscles du corps, mais pas les muscles gonflettes de régime surprotéiné. Là, c'est les muscles internes au corps, ceux qui tiennent le squelette. Et par ce travail-là, en fait, on renforce la structure du corps, on assouplit par la même occasion la structure du corps tout en étant renforcé. Donc à partir de là, on crée un véritable bien-être et en même temps, et ça c'est vraiment propre, je dirais, à l'aïkido.
par rapport à tous les autres arts martiaux qu'on peut voir, c'est vraiment très propre à l'aïkido, c'est ce développement corporel pour arriver à un bien-être et une longévité accrue en fait, hein, finalement. C'est un peu alors, longévité accrue, c'est peut-être un petit peu fort comme démarche, mais je dirais longévité dans le bien-être physique. Des contre-indications, Nicolas, Non, peut-être? effectivement, Non. j'allais rejoindre ce que dit Stéphane. Après, je pense, sans vouloir m'avancer sur du vocabulaire technique, on parle de muscles phasiques et muscles toniques. Et effectivement, les muscles qui se gagnent, qui donnent du résultat très rapide, qui gonflent très vite, généralement, on peut plus facilement se blesser avec ces muscles-là plutôt que renforcer vraiment les muscles qui sont posturaux, qui vous maintiennent et qui, eux, vont vous permettre de gagner en souplesse, en force et qui vont vraiment, dans le temps, vous aider à garder une meilleure posture et éviter de se blesser. Et ce que vous disiez là tous les deux sur le côté spirituel, ça aide aussi à faire travailler le muscle cérébral, hein, peut-être, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un muscle puisqu'on ne sait pas trop le définir, mais l'âme, hein, peut-être, hein, c'est le côté spirituel. Qu'est-ce que l'âme déjà? Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que sinon on est encore là pendant longtemps et nous avons d'autres associations qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Partager Stéphane, partager une petite expérience personnelle sur le self-défense, l'aïkido. Je me suis blessé il y a à peu près 2 ans, je crois, à peu près, en sortant ma fille de la voiture. Bon, tout bêtement, en tant que jeune papa, on se baisse, on penche avec le dos, et je me suis fait un lumbago. Et je me suis dit, mince, je pratique un art martial qui est caractérisé comme self-défense, et pourtant, j'arrive pas à me préserver moi-même. Ouais. Je me suis blessé moi-même, parce que du coup, aujourd'hui, le plus grand adversaire qu'on a, c'est soi-même. Et j'ai compris que l'aïkido pouvait et m'a aidé, et on a poussé le travail de notre dojo dans ce sens-là, à développer la souplesse, le renforcement Ouais. et surtout la conscience de son corps, d'avoir des bonnes postures et de ne pas forcer afin de ne pas se faire mal. Et pour la petite anecdote suivante, nous avons eu une dame qui s'appelle Isabelle et que je salue. Bon, je ne sais pas si elle nous écoute parce qu'aujourd'hui elle est repartie sur La Rochelle. on nous écoute dans le monde entier, cher Stéphane. Ah, Sachez-le. ça, je suis content. Frequenza Nostra voyage. Je suis content. Et Isabelle était une personne handicapée de l'ordre à peu près de 80%, de par une opération qu'elle avait subie au niveau de la thyroïde, qui fait qu'elle s'était retrouvée avec une paralysie du larynx et enfin, de toute la partie de la gorge. Donc, ce qui fait qu'elle avait une inversion de temps en temps du petit clapet, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet de faire passer la déglutition d'un côté et la respiration de l'autre. Et elle était tout le temps essoufflée, énormément de problèmes respiratoires. Dès qu'elle était stressée, c'était un enfer pour elle. Enfin bon, elle est venue pratiquer l'aïkido chez nous, bon, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle trouvait qu'on était des gens sympas. Je confirme, allez. Qu'elle a passé, bon, elle s'est régalée. Elle n'avait pas trouvé cette ambiance-là dans d'autres dojos. Donc elle est venue pratiquer chez nous et grâce à la pratique de l'aïkido, elle a pratiqué assidûment. Des fois, elle a eu des moments où elle baissait les bras. On l'a encouragée. Nico et moi, on a beaucoup discuté avec elle. On l'a beaucoup encouragée pour qu'elle puisse, malgré tout, ne pas abandonner et continuer. Et elle nous a fait... alors, j'ai eu la belle surprise de la part du dojo de recevoir la médaille de bronze à Jeunesse et Sport pour l'implication, justement, par rapport aux personnes handicapées, et notamment avec Isabelle, parce que grâce à la pratique de l'aïkido, elle a appris à gérer sa respiration, à remuscler son corps et toute la partie, je dirais, du cou, des épaules, enfin toute la partie, je dirais, thoracique, qui lui a permis de pouvoir mieux respirer et d'autre part, d'apprendre à gérer son stress. Elle a pu gérer son stress parce que quand on pratique un budo, on est toujours prêt. D'où les démonstrations qui sont faites à la stretch, comme ça, on n'a rien de préparé. Et là, c'est pareil, elle était prête pour son opération. Et son opération s'est déroulée, aujourd'hui, elle est rétablie à 90%. Alors on la salue, hein, Isabelle, ouais. On ne l'a jamais rencontrée, mais on la salue, et puis peut-être on peut la féliciter pour son courage et puis cette initiative qu'elle a eue de venir pratiquer de l'aïkido. Ce que tu disais me fait souvent penser, me fait penser à ce qu'on dit de ces pratiques telles le yoga, et une chose effectivement qu'on ne sait plus très bien faire maintenant, pourtant on pense que c'est quelque chose d'absolument naturel, c'est respirer.
La respiration est très importante et nous sommes dans une période très compliquée. On oublie de respirer, on respire très mal. Oui. On se retrouve avec le diaphragme coincé, la respiration qui passe mal, Et l'air puis, qui passe mal. là-dessus, justement, il y a un point qui est très important à soulever, c'est le mode de vie que nous avons aujourd'hui qui insuffle ça. C'est-à-dire que nous sommes dans l'immédiateté de l'action, de l'information. Alors l'information, pas l'information, mais de toutes les informations. Que ce soit aussi bien l'image, on n'a qu'à regarder les réseaux sociaux, on regarde un truc, téléphone sonne, c'est intéressant, on répond au téléphone, on veut revenir dessus, ça a disparu. On regarde les prompteurs passer à la télévision, des informations, etc. L'information, elle est là, elle apparaît, elle disparaît tout de suite. Et tout ça est va remplacé, vite, ça va très vite. et c'est ce que je disais, l'aïkido, on a l'impression que les mouvements sont quand même réfléchis, qu'ils ont une certaine lenteur. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, lenteur, mais ça peut aller très vite aussi, j'ai cru Non, voir. c'est ça, on parle de ça. C'est vrai qu'on n'a pas préparé de démonstration, on n'a pas faire de démonstration, parce que mine de rien, même si c'est 10-15 minutes, ça demande le fait que tout soit improvisé et c'est de l'action en réaction. Et aussi on est synchronisé. Ça demande une attention et une concentration très importante et on ne va pas faire de démonstration parce qu'on ne souhaite pas se blesser après cette période d'inactivité. Très important. Oui. Ne vous blessez surtout pas. Non, les corps se sont un peu ramollis. Même si on a gardé personnellement, pour certains d'entre nous, un peu d'exercice physique et d'entretien, mais c'est pas du tout pareil. Parce puis il y a eu l'été, on le sait, l'été on pratique un peu moins, il fait très chaud. Et puis il faut prendre l'apéro parce que justement il fait très chaud. Et puis bon, qui dit apéro dit un peu moins envie de faire du sport. Voilà, plus envie apéro de faire rime avec Aikido. Oh oui, en plus. Tiens donc, je pense qu'apéro rime avec beaucoup d'activités sportives en fait. On va arriver au terme de cette émission. Je sens qu'on pourrait parler de l'aïkido encore pendant longtemps. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir autour de ce thème-là, qui sait peut-être qu'un jour Frequenza Nostra fera traîner son petit smartphone pour un petit live Facebook sur l'aïkido dans au le dojo, dojo. bien sûr, Voilà, avec plaisir. pourquoi pas. On va réfléchir un petit peu à tout ça. En tout cas, merci Nicolas Pradal, merci Stéphane Bravin d'être venu nous parler de cette activité. Je vous le rappelle, le 11 septembre, rendez-vous Place du Diamant à Ajaccio à partir de 10h jusqu'à 18h pour l'événement Asso Chin Festa organisé par la ville d'Ajaccio. Vous y retrouverez toutes les associations et notamment le Aikidojo Ajaccio. Et pour nous reconnaître, c'est très simple. Nous avons un kamon japonais traditionnel. Oui, c'est une armoirie japonaise que toutes les familles ont, ou les écoles d'arts martiaux. On peut la montrer face caméra parce que nous avons la caméra. Ce kamon, en fait, est très noustral puisque nous avons choisi Amure, donc qui est la fleur d'immortel, puisque le kamon a toujours un rapport avec la nature ou avec un végétal, et donc nous avons choisi la fleur emblématique de Corse, Amure. Merci pour ces explications. À très vite et on continue. D'autres associations vont être là cet après-midi. Il va être question d'escrime aussi tout à l'heure, je crois. Allez, on vous donne rendez-vous dans un petit moment. Pour l'instant, en musique. Merci Sabine. Merci Sabine.